Bonjour Laure Belot, Bonjour. vous êtes journaliste au Monde et vous venez de publier La déconnexion des élites, comment Internet dérange l'ordre établi aux éditions Les Arènes. Dans ce livre Enquête, vous dressez un constat, la vague numérique laisse sur le bord de la route une certaine partie de l'élite. Alors déjà, quelle est cette élite qui est aujourd'hui déconnectée ? Alors écoutez, cette élite déconnectée, ce sont des gens qui ont des postes dans la société, des intellectuels, des gens qui dirigent des entreprises, des gens qui pensent, des gens qui agissent et qui ont du mal à percevoir un mouvement qui est mondial, qui est massif et qui vient du bas de la société. Des gens qui s'emparent d'Internet et qui font bouger les choses, qui changent leur façon de consommer, leur façon de s'exprimer. Et il est vrai que c'est compliqué parce que ça va extrêmement vite et c'est mondial. Alors, dans votre livre, vous commencez par évoquer l'exemple du Bon Coin. Vous en parlez longuement sur un chapitre, c'est le point de départ de votre enquête. En quoi cet exemple vous paraît révélateur ? C'était le point de départ pour moi, car je suis journaliste au Monde et je m'intéresse aux phénomènes émergents. Donc à chaque fois que je vois un phénomène émergent, je cherche à comprendre ce qui se passe. Donc là, pour le Bon Coin, quand le Bon Coin a commencé à dépasser eBay, eBay qui faisait 10 millions de visites par mois, Le Bon Coin a commencé à 10, 11, 12. Au bout de 17 millions, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui était au-delà d'une simple plateforme d'échange. Et j'ai donc demandé aux fondateurs du Bon Coin, enfin en tout cas les gestionnaires français, s'ils acceptaient que des chercheurs puissent se pencher sur le phénomène sociétal. Ils m'ont dit bien sûr. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est qu'en me tournant vers des intellectuels, des chercheurs, la majorité, enfin la très très grande majorité ne connaissait pas le Bon Coin. Alors que c'était déjà un phénomène diffus. Voilà, nous étions déjà en décembre 2012, donc il y avait déjà 17 millions de personnes par mois qui y allaient. Et puis autre part, d'autres surprises également, la majorité de ces personnes-là ne s'intéressaient pas du tout au Bon Coin. J'ai quand même trouvé 5 experts de renom, Jacques Le Goff, Laurence Fontaine, Patrice Maniglier, Alain Caillé, Michel Dubonneuil, qui ont accepté de se pencher pendant une semaine sur ce phénomène pour expliquer en quoi il illustrait une nouvelle façon de prendre la société d'un point de vue numérique. Alors quelle a été leur analyse ? Leur analyse, c'est que c'est signifiant, que c'est quelque chose de profond, que c'est quelque chose qui est en train de changer le rapport à la consommation. La désintermédiation est quelque chose de massif et de mondial. Et que ça veut dire quelque chose aussi un rapport à la consommation de masse. Et il est vrai que les analyses qu'ils ont pu dresser en 2013 tiennent toujours. Et on voit bien que ce qui est compliqué pour les acteurs, qui sont des acteurs, que ce soit les acteurs de l'immobilier, les acteurs de l'automobile, les acteurs de la recherche d'emploi, ils ont du mal à comprendre qu'une plateforme telle que Le Bon Coin ait pu révolutionner totalement leur activité. Alors, comment expliquer cette déconnexion d'une partie des élites ? Est-ce simplement une incompréhension du phénomène ou est-ce une méfiance parce que finalement l'innovation, les nouveautés ne viennent plus de cette élite et viennent justement de la foule ? Mais disons que je pense qu'au fil des siècles, beaucoup d'innovations sont venues de la foule. La seule chose, c'est que là, elles ont des moyens de l'exprimer. Quand j'ai interviewé différents historiens, j'ai pu découvrir des historiens également des techniques, qu'à chaque révolution successive, à chaque fois, c'est un peu la même chose. Lorsqu'il y a eu Gutenberg et l'imprimerie, Gutenberg s'est dit l'imprimerie et les livres vont être pour les catholiques. Les catholiques n'ont pas voulu se saisir de l'imprimerie. Ce sont les marginaux, c'est-à-dire les marchands, et donc les réformés qui s'en sont saisis. Donc à chaque fois, c'est la même chose. C'est plutôt les marginaux les idées viennent des marges. Ensuite, face à une grande innovation, les élites en place sont plutôt soit dans le déni, soit elles n'ont pas du tout envie d'être bousculées. Donc à chaque fois, il y a également le secteur privé qui est plus agile que le secteur public ou l'autorité en place pour se saisir de cela. Donc à chaque fois, c'est la même chose. La nouveauté par rapport à toutes ces révolutions successives qu'on a connues au fil des siècles, c'est la rapidité et le fait que c'est mondial. C'est-à-dire qu'en fait, là, nous assistons à une révolution technologique. J'aime pas trop ce terme parce que je pense que nous assistons vraiment à une nouvelle civilisation numérique. C'est plus qu'une révolution technologique. Voilà, il me semble réellement, qui va bien plus vite que le temps de construction même d'une société, le temps de construction du droit, le temps de décision politique. Et c'est ça qui pose de vrais nouveaux défis sociétaux. Alors, ces élites, elles peuvent être dans le déni, elles peuvent aussi être dans une réaction de défense, on va dire. Elles mettent en place des barrières pour se protéger, des digues. Oui, enfin, chacun a des stratégies. Moi, ce qui est intéressant, c'est de voir, j'essaie d'être constructif, parce que je ne donne en aucun cas dans ce livre des exemples de personnes déconnectées. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir les gens qui perçoivent ces signaux faibles. C'est-à-dire qu'un signal faible, c'est Napster, il y a 15 ans, deux Américains qui échangent des fichiers. Bon, ils sont dans l'illégalité. 2 ans après, on arrête leur activité. Et 15 ans après, ça a révolutionné un pan entier d'une activité culturelle. Donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que j'ai vu et j'ai pu décrire que, en fait, actuellement, il y a un clivage
entre les gens qui perçoivent les signaux faibles, qui perçoivent qu'il y a des choses... Alors c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses qui jaillissent de partout au niveau de la société. Il y a beaucoup de choses qui vont être aussi... qui ne vont pas avoir de lendemain. Mais c'est vrai que les gens qui perçoivent les signaux faibles sont à même actuellement de mettre en place des stratégies pour essayer aussi de se défendre d'un point de vue économique. Et il est vrai également que les grands groupes déjà en place, par exemple, je sais pas moi, Mark Zuckerberg a 30 ans. À 30 ans, on perçoit peut-être de façon plus précise ce que les 20 ans ou les 15 ans sont en train d'imaginer d'un point de vue numérique. Donc il y a en effet un clivage générationnel, certes, mais il y a aussi un clivage qui est de se dire, est-ce que ces signaux faibles, je les perçois, je pense que c'est important, et je fais en sorte de les intégrer dans ma stratégie. Néanmoins, cela pose le problème des règles du jeu si les élites sont déconnectées. Aujourd'hui, on a des entreprises privées qui sont plus puissantes que des États. Cela pose des problèmes, par exemple, en ce qui concerne les données, l'exploitation des données. Qui doit fixer les règles du jeu ? Ce qui est compliqué, là, c'est qu'on parle déjà des données. Donc les données, c'est en effet quelque chose de très nouveau, en fait, à l'échelle d'un siècle. Hein. On a énormément de données et plus de 80 à 90% des données sont actuellement absorbées par des groupes américains. Après le reste, il y a beaucoup de données qui sont absorbées par des groupes chinois. Donc on parle des GAFA, les Google, Facebook, Apple, Amazon, mais il y a aussi les ABTX, qui sont les nouveaux GAFA chinois, Alibaba, Tencent, Baidu, Xiaomi, qui sont déjà eux également en train de prendre des parts de marché conséquentes. Et ces grandes données mondiales, elles servent pour l'instant à 3 choses. La première, c'est une optimisation commerciale. Donc on a bien compris que nos données actuellement sont utilisées par des sociétés de retargeting pour nous faire consommer de plus en plus, et ce sont des groupes privés qui les ont. Les données sont également utilisées au niveau de la défense, pour la sécurité ou la surveillance des populations. Et puis il y a une partie plus sociétale, qui est les données pour que nous vivions tous mieux sur la planète. Donc on voit très bien qu'il y a dans ces données-là une finalité commerciale, une finalité qui est plus une finalité politique et une finalité pour le bien-être de l'humanité. Et que derrière ça, la grande question, c'est qui va financer le bien-être de l'humanité, l'utilisation des données, et pour la première fois, on a ces données qui appartiennent à des secteurs privés. Et en effet, le savoir, il y a un savoir académique qui est public, et des décisions publiques qui doivent se prendre par rapport à la gestion de ces données privées. Pour conclure, Laure Belot, si cette élite est déconnectée, est-ce que cela veut dire qu'elle est appelée à être remplacée par une nouvelle élite? Et si oui, à quoi ressemble cette nouvelle élite? Alors c'est vrai que le système a horreur du vide. Le fait qu'on ait des usages numériques qui se développent partout dans le monde ne veut pas dire que derrière ça, tout le monde prend le pouvoir. On voit déjà que, si vous regardez le classement Forbes, dans les 25 premières fortunes mondiales, il y en a déjà 6 qui viennent du code, de la programmation informatique. C'est là que viennent les prochaines élites. Il y a également un club, j'en parle dans ce livre, de 5000 jeunes qui sont très très connectés et qui sont déjà dans tous les clubs élitistes. Je parle de Sandbox, je parle de Kairos. Et puis il y a également ce qu'on appelle les King Coders, 150 000 à 200 000 personnes qui ont une capacité d'abstraction mathématique hors du commun actuellement, et que tous les grands groupes se disputent pour imaginer quels seront les prochains produits numériques pour le futur. Eh bien, Laure Belot, je vous remercie. Je rappelle la parution de votre livre « La déconnexion des élites, comment Internet dérange l'ordre établi » aux éditions Les Arènes. Merci. Merci à vous.